11h17 sur RCJ, Daniel Hervouette, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler de votre dernier roman, Le Grand Sacrifice, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. On va vous présenter en quelques mots, Daniel, même si maintenant vous êtes un habitué de notre antenne. Vous êtes actuellement contrôleur général de l'armée française, vous êtes ancien officier des forces spéciales et du renseignement militaire français. Pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est quoi? C'est la DGSE, c'est le service action, c'est... Non, pas du tout. C'est un organisme de renseignement qui dépendait de l'état-major des armées, qui maintenant s'appelle la direction du renseignement militaire, qui à l'époque portait un autre nom. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est ça. Vous l'avez quitté il y a combien de temps ? Ça fait un moment. Ça fait un moment, d'accord. On n'en dira pas plus. Mais aujourd'hui, en tout cas, toujours dans l'armée. Et les livres, c'est votre... Oula, combien ? 6e, 7e ? Celui-ci, c'est le 6e thriller. 6e thriller. Thriller d'actualité qui est absolument formidable. On est pris dedans quasiment 400 pages, avec tellement de sujets à évoquer qu'on n'aura pas assez, à mon avis, de la demi-heure qui est devant nous pour en parler. Beaucoup de thèmes d'actualité qui concernent nos auditeurs. On parle de l'Iran, on parle du nucléaire, on parle de la Syrie, on parle un petit peu d'Israël aussi, on parle des services secrets et surtout également de ce qui se passe en France aujourd'hui, de ce qui pourrait se passer en France dans certaines zones de non-droit. Et au milieu de tout cela, nous avons notre Adrien Laurent. Je dis notre parce que c'est votre héros préféré. Absolument, en tout cas, votre héros depuis plusieurs livres. Voilà, depuis 4. Depuis 4 livres qu'on suit et auxquels on s'attache. Adrien Laurent, qui lui est ancien officier du service action de la DGSE. C'est peut-être pour ça que je vous mélangeais avec lui. Il n'a rien à voir avec vous ? Non, rien du tout. Rien du tout. Non, personnage de fiction. Personnage de fiction total, Adrien. Peut-être un petit peu de quelques hommes que vous avez pu rencontrer dans votre carrière ? Non plus ? Peut-être pas. Non. C'est un mix de plein de choses. Vous savez, quand on crée, c'est comme un peintre. Hein, si vous lui demandez d'où vient son jaune, d'où vient son rouge. Je ne demande pas. Voilà. J'ai l'habitude, je ne demande pas. Alors, l'histoire se passe évidemment de nos jours. Ça commence dans plein de lieux différents. On commence à Hong Kong, on va en Iran, on va en Tunisie, on va à Paris. C'est vrai qu'au début, on se dit, mais où est-ce qu'il va nous emmener ? Puis après, on suit le fil, on déroule la pelote de laine et on suit. Comment vous est venue cette idée de mêler, en fait, à la fois la Tunisie, après Ben Ali, l'Iran, la Chine et bien la France et la France des banlieues ? C'est venu un petit peu de deux choses. D'abord, le thème global m'est venu des révélations Wikileaks où je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait découler de ce genre de révélations ? Alors, on va peut-être rappeler à nos auditeurs ce qu'était Wikileaks. Alors, Wikileaks, c'est un site sur lequel on a fait paraître des milliers de documents diplomatiques qui avaient été détournés, disons, des autorités d'État par un personnage, disons, indélicat. Oui, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, donc sur la base de ces révélations quand même extrêmement précises, secrètes, etc., je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait en découler pour un pays comme le nôtre, quoi, première chose. Deuxième chose, sur la complexité évoquée des anciens des services tunisiens qui se retrouvent au chômage après la chute de Ben Ali, y mêler l'Iran qui, a priori, en termes de religion, n'est pas exactement du même bord, la Chine, etc. On peut se dire, tout ça, c'est une espèce de méli-mélo, etc. Pas du tout. Vous allez voir que tout le monde se retrouve très bien. Ça n'est pas effectivement un méli-mélo, parce que là, on est dans le complexe de la géostratégie internationale, c'est-à-dire que tous les acteurs, un petit peu comme les acteurs d'une équipe de football sur un terrain, ont leur intérêt. Essaye de marquer un but, essaye de passer la balle au voisin, essaye de la lui prendre, etc. Et dans ce jeu-là, j'ai essayé moi simplement de faire jouer les différents acteurs, à ceci près que c'est pas 2 équipes sur un terrain de football, mais c'est plusieurs équipes, plus des individus qui poursuivent des buts très personnels aussi. Oui. J'ai envie de dire, dans les 2 équipes, d'un côté, vous avez les démocrates, ceux qui vont lutter contre, on va pas dire les forces du bien, les forces du mal, mais c'est un petit peu ça quand même. Oui, mais ça, alors, je me méfie beaucoup. Vous aimez pas et j'aime pas trop, non, parce que, le camp du bien, le camp du mal, vous savez, quand on regarde bien au fond des choses, on est toujours le mal de quelqu'un, on est toujours le bien de quelqu'un, etc. Et si vous allez discuter avec certains personnages, une bière à la main, etc., ils réussiront à vous démontrer que des individus épouvantables sont des espèces de génies de l'humanité, quoi. Donc voilà, alors le bien, le mal, sur le terrain philosophique, c'est autre chose, effectivement, mais moi, je ne suis pas sur ce terrain-là. Moi, je suis sur justement de l'action, des événements, etc., où les gens qui vivent ces événements ont toujours, eux, beaucoup de mal
à se dire, mais dans le fond, est-ce que je suis dans le bon camp? Est-ce que je suis dans le mauvais? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois pas le faire? Est-ce que je dois transgresser? Est-ce qu'à un moment donné, je dois mettre ma morale sous le mouchoir pour atteindre sauver, un objectif, pour sauver quelqu'un, etc. ou pas? Voilà, c'est ça mon problème, moi. Alors, dans ce livre, dans Le Grand Sacrifice, Daniel Hervouet, vous nous emmenez à la fois dans le quotidien de ce service action, de la DGSE, d'Adrien Laurent, et également dans les coulisses du pouvoir, des ministères. Parfois, on est à l'Élysée, parfois, on est à Matignon, parfois, on est au ministère de l'Intérieur. Et bien, puisque tout cela va démarrer avec des assassinats d'anciens agents de la DGSE qui, malheureusement, vont être tués au fur et à mesure par des bandes armées en scooter. Et bien, l'enquête va, au fur et à mesure, on ne va pas dévoiler l'enquête ni le livre, mais l'enquête va s'orienter au début vers des gangs de banlieue et puis ensuite aller beaucoup plus loin. Oui, parce que, si vous voulez, comme j'avais déjà eu l'occasion de l'exprimer à ce micro, en fait, quand j'écris un livre, j'ai besoin de matériaux divers pour créer ces espèces d'imbrications, de poupées russes. Et au moment où je préparais ce livre, j'étais quand même très très marqué par une addition d'articles, j'ai beaucoup de fils de veille sur Internet, et je voyais remonter sans arrêt des actes de violence, mais de la violence qui n'est pas de la violence pépère, je dirais, c'est-à-dire un petit loupard qui va arracher un sac à main, etc. Bon, déjà en soi, c'est pas une source de réjouissance, mais c'était bien autre chose. C'était une autre dimension, c'était quelque chose d'organisé, c'était quelque chose animé par une certaine forme de haine, je dirais, une haine envers la société en général, envers tout ce qui représente l'autorité de l'État. Et je suis allé un petit peu au-delà, à un point tel qu'à un moment donné, je suis tombé sur des déclarations faites par des élus locaux qui n'étaient pas, compte tenu de leur appartenance politique, soupçonnables d'un quelconque extrémisme, etc., et qui tenaient des propos qui étaient absolument effrayants. Absolument effrayants. Sur à la fois l'organisation des groupes, des gangs, etc., leur façon de se soustraire à toute autorité, sur, d'une certaine manière, l'impuissance de l'État face à tout ça, sur ce que subissent les populations qui sont au contact également, et qui vivent à 50 mètres de l'endroit où le carrefour est tenu par une dizaine de jeunes violents, etc. Les filles doivent baisser la tête, etc. Alors tout ça, c'est présenté souvent comme des caricatures, mais ça ne sont pas des caricatures. Les gens qui vivent dans ces quartiers-là le savent. Alors, il y a toute une partie du livre, ça commence aussi par Sevran, où Anita, qui est la compagne de notre ami Adrien Laurent, est journaliste. Elle va mener une enquête justement sur ces gangs de banlieue, sur ces caïds et sur le trafic de drogue, qui est extrêmement présent dans le livre. On va voir que c'est une des manières aussi, il faut bien le dire, d'appâter tous ces gamins, vous voyez, comme parfois tous ces gangsters. Maintenant, le trafic de drogue en banlieue, c'est quelque chose d'extrêmement important dont on ne se rend pas toujours compte. Ah oui, tout à fait, d'autant plus qu'à certains moments, je cite des angles de rue qui sont des spots répertoriés, et n'importe qui ayant 2 heures à perdre peut aller rôder autour de ce fameux spot-là pour voir qu'effectivement, ça se passe comme ça. Voilà, donc si vous voulez, quand on regarde les analyses qui sont faites par des chercheurs, là, cette fois-ci, sur les trafics de drogue, sur les réseaux, sur les techniques qui sont utilisées, car j'en décris certaines, sur la façon de contacter le client, etc., sur la façon d'évacuer rapidement l'argent, sur le contrôle des points clés par les gangs, etc., parce qu'il y a bien sûr souvent des guerres de gangs, et on le voit très bien à de nombreux endroits, sans citer aucune ville pour ne pas stigmatiser, comme on dit aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on n'aime pas, ce mot. Bon, enfin, il y a Sevran quand même, vous stigmatisez. Alors oui, je cite Sevran pour la bonne et simple raison que, effectivement, le maire de Sevran a fait des déclarations qui sont dans la presse, et que je reprends parce que précisément, je les ai trouvées dans la presse. Donc là, je n'aurais pas voulu inventer des choses comme ça. L'essentiel de ce que je fais dire au maire de Sevran, il l'a dit effectivement. Et le maire de Sevran qui parlait à la fois, je crois que c'est lui, qui parlait à la fois des caïds de banlieue, et également, puisqu'il donne une interview à la journaliste, à Anita, qui parle également de l'antisémitisme à Sevran, en disant les agressions contre les juifs, sa communauté, la synagogue, les cours d'école, etc. On en parle souvent, vous et moi, tous ces problèmes liés à l'antisémitisme montant dans notre pays. C'était important aussi
pour vous de lier tout cela, de montrer que tout cela est intimement lié. Oui, à mon avis, c'est une question véritablement essentielle parce que dès lors qu'on commence à considérer que, d'une certaine manière, l'antisémitisme, c'est une forme d'opposition normale entre gens qui ont des intérêts différents, etc., on nie complètement la République. C'est-à-dire qu'on considère que, pour reprendre mon image d'équipe de football, il y aurait 2 équipes de football qui s'affronteraient, et puis dans le fond, tous les arguments seraient bons, et puis bon, il serait assez normal, dans le fond, d'être antisémite, parce que la Palestine, etc. Et moi, dans ce que j'écris, précisément, j'essaye de ramener les choses sur un terrain qui est celui de la réalité, de la vérité. C'est qu'à partir du moment où un pays s'en prend à ses juifs, c'est qu'il s'en prend à lui-même, qu'il s'en prend à ses propres valeurs, qu'il s'en prend à sa constitution. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité justement remettre les choses véritablement à leur place, en démontrant que là, on n'est pas sur le terrain de l'apitoiement sur une espèce de misère de je ne sais qui gagnerait donc par là même le droit de se venger sur le premier qui passe, parce que... comme par hasard, je veux dire, le premier qui passe, voilà. Bon, voilà. C'est l'histoire des Juifs et des coiffeurs. Donc, voilà, voilà, tout à fait. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité évoquer cette chose-là de manière récurrente dans mon livre. Alors, à la fois l'antisémitisme en France et puis, évidemment, dans toutes les réunions entre les différents ministères pour juguler cette crise, parce que ça va aller très loin. Il y a plusieurs agents qui vont être tués. Il y a plusieurs caïds aussi qui vont être tués. Il y a beaucoup de morts dans le livre, mais bon. Ouais. Voilà, généralement, on ne fait pas de thriller. Mais cela dit, quand on regarde le nombre de personnes qui sont exécutées de manière criminelle dans notre pays, il y en a quand même un certain nombre aussi. D'accord, oui. Ouais. Ça, c'est clair. Mais donc, dans ces réunions-là que vous racontez, qui sont totalement fictives, on est bien d'accord, où on parle de la Russie, de l'Iran, de la Chine, de la Syrie, et où il y a une conversation entre le ministre de l'Intérieur fictif et le ministre des Affaires étrangères fictif, mais où le ministre de l'Intérieur défend Israël en disant mais qu'est-ce qu'on ferait à leur place si on nous tirait tous les jours des missiles sur Roubaix, Strasbourg, Nice ou Bayonne. Depuis 1948, ils sont agressés en permanence, etc. Le ministre des Affaires étrangères, je vous cite, trouva ce plaidoyer curieux de la part d'un homme de gauche qui, contrairement à lui, n'était pas juif, mais il connaissait suffisamment sa vie privée pour savoir d'où lui venait son attachement à l'État hébreu. Point. Fictif. Oui, écoutez... Vous croyez pas que j'allais pas vous la ressortir, celle-là, Daniel, franchement. La perche, elle était magnifique. Oui. Bon, écoutez, de temps en temps, on trouve des matériaux à droite, à gauche. Mais oui, voilà. C'est un thriller d'actualité, on le rappelle. Vous prenez le mot thriller et vous prenez le mot actualité. Voilà, et puis, je veux dire, ce qui est une phrase parue dans la presse, etc., on peut la prendre. C'est pas de la diffamation, c'est... c'est simplement de la reprise d'éléments, voilà. On est d'accord qu'il y a certains éléments, on va dire, de pensée, de réflexion sur la Russie, sur l'Iran, sur tout ça qui sont vrais. Il y a du fictif avec tout ce qui se passe, mais j'ai envie de dire, malheureusement, quand on referme le livre, on se dit, mais ça peut arriver. C'est ça un petit peu le principe du thriller, en définitive. C'est pas de réinventer une actualité pour la mettre à sa main, mais c'est de pousser le bouchon, et ce que je fais quand même, parce que les événements sont quand même assez extrêmes, c'est vraiment dramatique. Mais c'est pousser le bouchon le plus loin possible, en essayant de rester à peu près réaliste, de manière à bien faire ressentir au lecteur les dangers, en définitive, que l'on court lorsqu'on n'est pas assez vigilant face à certains dangers. Voilà. Alors, il y a également le danger, puisque c'est là-dessus qu'on a démarré aussi avec Wikileaks, il y a tout ce qui tourne autour d'Internet et des nouvelles communications, parce que j'imagine que dans votre travail ou dans votre ancien travail, évidemment, ça a complètement révolutionné le travail des agents de terrain. On se demande comment ils faisaient avant sans les téléphones portables et sans tout cela. Oui, c'est vrai que le travail était moins facilité. Enfin, d'une certaine manière aussi, la masse d'informations crée une nouvelle difficulté. En revanche, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a accès à tout, on peut connaître la vie de tout le monde, etc. Mais de tout le monde, précisément. Et donc, ça fait beaucoup, quoi. Et alors, il y a aussi ce que j'ai appris dans votre livre, je savais plus ou moins que ça existait, mais pas à ce point-là, ce qu'on appelle les sites furtifs. C'est quoi les sites furtifs? Parce que ça va beaucoup aider, ça va être au cœur aussi de certaines informations qu'on pourra retrouver, Léa, qu'on retrouve aussi, et ses équipes. Eh bien, cette notion de site furtif, c'est en fait une des possibilités, des facilités qui sont offertes
aux manipulateurs d'Internet pour créer ou faire disparaître un site, quoi, hein. Donc là, c'est un petit peu comme une espèce de tweet sur Internet, d'une certaine manière, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on crée un site, on y met de l'information, cette information est illégale, répréhensible, etc. Le site peut être assez rapidement bloqué, etc. Peu importe, hein, c'est le principe de la guérilla appliqué simplement à Internet, quoi, hein. On apparaît, on fait quelque chose, on disparaît, on réapparaît ailleurs. Et on redonne comme ça différents coordonnées. Voilà, et on donne les éléments. Récemment, en Normandie, il y a un jeune homme qui a été arrêté parce que précisément, il avait des activités illicites en la matière, des activités de propagande, etc. sur Internet. Donc voilà, là, je n'ai rien inventé, hein, comme... Alors, il y a donc Adrien Laurent qui va se retrouver avec sa compagne, Anita, à devoir protéger également une petite fille qui est la fille d'un de ses anciens agents et amis, qui malheureusement, lui, fait partie de ceux qui ont été tués. Et ils vont se réfugier, on peut le dire, on peut aller jusque-là dans les révélations sur le livre, ils vont se réfugier dans une abbaye. Et finalement, là aussi, j'ai envie de dire, il se met un petit peu en retrait finalement dans cet épisode. Adrien, il observe les choses, enfin forcé, hein, et contraint, puisque c'est sa seul moyen de protection. Et pourquoi vous avez voulu situer ça dans une abbaye? Vous avez dit que c'est le seul lieu où ils peuvent être tranquilles? Eh bien, pour toutes sortes de raisons. D'une part, parce qu'une fois, j'avais été dans cette abbaye, qui est l'abbaye de Cîteaux, et j'avais discuté avec des moines qui étaient là, et j'avais été assez surpris par à la fois leur vivacité intellectuelle, leur capacité à comprendre le monde tel qu'il était vraiment, et puis leur capacité également à mobiliser de la connaissance, donc du renseignement, hein, sur la réalité des choses. Ça, c'était le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'était plutôt quelque chose d'assez viscéral, c'est-à-dire que après avoir écrit des pages et des pages de cet univers qui est quand même très dur, j'ai eu un besoin de spiritualité. Voilà, de faire ouf. Voilà, j'ai eu un besoin de m'écarter de tout ça et de faire parler mon personnage avec quelqu'un qui était bien au-dessus de tout ça. Et voilà, c'est la raison. Vous ne pouvez pas parler avec Dieu, alors du coup, vous l'avez Voilà, fait. oui, non, c'était difficile. Encore compliqué. Que ces dialogues personnels avec lui, bon, il se les garde pour ces moments d'intimité, mais voilà. Non, mais je souhaitais surtout que ce soit accessible aux lecteurs, quoi, à travers les dialogues. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait aller dans ce monastère. Alors, ce qui est passionnant aussi dans Le Grand Sacrifice, Daniel Hervouet, c'est qu'on voit, nous, on a l'impression, c'est vrai que c'est le rêve de tout journaliste, d'être une petite souris comme ça, soit à Matignon, dans de certaines réunions, soit avec des policiers qui font des planques. Là, on voit tout, en fait. On voit le travail de terrain, le travail de fourmi de certains policiers qui font des planques pendant de longues heures pour avoir les informations. Oui, alors, si vous voulez, la réalité de ce monde complexe se construit depuis la base où effectivement, hein, vous avez des gens qui sont dans ce travail, qui demandent beaucoup de temps. Vous savez, la formule, c'est « spying is waiting ». Hein, donc, espionner, c'est attendre. Voilà, c'est attendre. Et ce qui rend ce genre d'activité, d'ailleurs, peu exaltant pour beaucoup de gens qui l'ont fantasmé. C'est le point commun entre les espions et les journalistes, c'est savoir attendre. Voilà, tout à fait. Donc là, on est loin du fantasme, quoi. Et puis, en même temps, il se passe des choses au sommet, dans les lieux décisionnels, où on s'inquiète, où on panique, on voudrait trouver des solutions sans savoir quel est le problème. Voilà. Sans savoir écouter parfois les gens. Sans savoir écouter, sans, bien sûr, en imposant plutôt des points de vue top-down, plutôt que d'écouter les gens qui ont un peu l'information. Bon. Et puis, il y a les jeux de pouvoir également, hein, nécessairement, dès lors que vous êtes dans une salle de réunion avec plus d'un directeur de cabinet, etc. Bon, là, vous avez immédiatement des jeux de pouvoir qui se développent entre les individus. Et ça, la plupart du temps, ça produit des choses qui sont pas extraordinaire, quoi. Ça révèle vraiment la nature humaine, voire même parfois la bassesse humaine. Ça révèle aussi parfois le côté idéologue de certains personnages, le côté obtus de certains personnages. C'est là qu'on voit aussi les grands personnages, hein, ceux qui sont capables de prendre du recul, de la hauteur, et puis d'orienter les gens d'une manière positive. Mais malheureusement, d'expérience, j'aurais plutôt tendance à dire, si vous voulez, que le côté le plus sombre des individus a tendance à l'emporter dans ce genre de querelles de grandes réunions. Pouvoir, quoi. Ouais. Alors, je veux dire, face à cela, face à ces manœuvres parfois politiciennes, ces luttes de pouvoir, on l'a bien compris, il y a Adrien, il y a ses anciens compagnons, et puis il y a ce qu'on sent dans vos livres et ce qu'on connaît finalement quand on parle avec d'autres personnes qui ont fait l'armée. L'expression frère d'armes, c'est pas rien, c'est pas une expression, parce que là on voit qu'ils se mettent tous en danger finalement pour se sauver les uns les autres.
Ça, c'est le dernier recours, en définitive. Vous avez reçu, je crois, il n'y a pas très très longtemps, le colonel Goya. Il écrit beaucoup sur ces choses-là et j'adore les travaux qu'il fait, justement, parce qu'il met bien en évidence, à travers le temps, à travers les conflits, etc., l'importance qu'ont les groupes élémentaires, pour donner de la force à un ensemble, à une armée, etc. L'armée ne tient pas sa force de son général, etc. Elle tient sa force justement des groupes qui savent garder leur cohésion, leur homogénéité, qui savent partager un minimum de valeurs, qui savent se retrouver autour d'un chef, etc. Et qui ont de véritables sentiments les uns envers les autres. Quoi. Vous connaissez la phrase, je crois qu'elle est de Ben Gurion, je ne voudrais pas m'avancer, mais c'est pas le tank qui est la force, c'est l'homme qui est dans le tank. Absolument. Voilà. Absolument. Je suis plus sûr que c'est Ben Gurion, mais enfin bon, il en a dit tellement de grandes que en tout cas le fond de la pensée. Les hommes sont vraiment au cœur de tout. D'ailleurs, moi, tous les livres que j'ai pu écrire, y compris les livres de management, d'ailleurs, tournent autour de cette thématique-là. Le reste, c'est les discours. Vous savez, quand j'entends des gens qui vous parlent de processus à longueur de journée comme voie pour conquérir l'efficacité, etc., moi, ça me fait hurler de rire ou ça me donne envie de pleurer. Enfin, bon. Oui, l'un ou l'autre. Ça existe toujours, je vois une parenthèse, mais c'est dans l'armée française aujourd'hui, puisque vous dans le cadre de votre travail, je ne sais pas exactement comment on peut expliquer à nos auditeurs, peut-être votre travail aujourd'hui, contrôleur général, ça veut dire quoi? Vous n'allez pas les contrôler tous les jours, c'est une vision d'ensemble que vous avez de l'armée française? Oui, c'est un travail, disons, d'audit global du fonctionnement des armées au profit du ministre. Quoi. Oui. Mais cette armée française aujourd'hui, est-ce qu'elle est assez, à votre avis, considérée dans l'opinion publique? On en avait déjà parlé avant. Ou est-ce qu'elle est sur de multiples terrains d'opération aujourd'hui, des terrains extrêmement dangereux, que ce soit en Afrique ou ailleurs? Est-ce qu'aujourd'hui, les Français connaissent assez bien leur armée? Est-ce qu'elle est à son juste niveau? Écoutez, récemment, j'ai produit un article dans la revue de défense nationale qui s'intitule « La communauté militaire aujourd'hui », où justement j'analyse cette question-là. Ah, je ne l'ai pas lu. Et je vous l'enverrai. Et justement, la grande question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, les armées sont un petit peu considérées comme une profession, comme une autre, quoi. Et à la limite, entre un maçon qui tombe d'un échafaudage et un soldat qui meurt au combat, on dit, bon, c'est la même chose. Il ne s'agit pas pour moi d'hiérarchiser, etc. Mais il y a un engagement. C'est pas la même chose. Il y a un engagement au profit de la collectivité sur les ordres du pouvoir politique, etc., qui fait que les militaires ont quand même un métier à la fois extrêmement risqué et qui est porteur d'énormément de l'autorité de l'État, des valeurs de l'État, etc. Et ça, on a tendance à ne pas le prendre en compte et on considère que si un militaire a voulu être militaire, eh bien, tant pis pour lui s'il meurt. C'est les risques du métier. C'est risques du métier, c'est accident de travail, etc. Et lorsque nos soldats morts pour la France passent sur le pont Alexandre III pour la dernière cérémonie, eh bien, en fait, il y a peu de monde qui sont là. Ce qui laisse supposer qu'effectivement, on considère ce métier-là comme un métier comme les autres. Cela étant, si on laisse, par exemple, dans le Sahel s'installer une zone de très grande instabilité, les gens qui regardent l'armée un petit peu de loin aujourd'hui se diront mais comment se fait-il qu'il ne nous ait pas protégés davantage et que maintenant on voit des phénomènes d'attentats ici ou là. Bon, voilà, c'est ça le véritable enjeu. Mais la plupart du temps, les gens ne comprennent les enjeux que lorsque un train explose dans les couloirs du RER, etc. Voilà, donc à la limite, on ne veut créer la caserne de pompiers que le jour où il y a un incendie. Quoi. Et c'est trop tard. C'est trop tard pour créer la caserne à ce moment-là. Absolument. Il y a des scènes dans le Grand Sacrifice. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas violent. Enfin, voilà, tout le monde peut le lire. C'est nettement moins violent que des tas de choses qu'on voit, mais il y a des manières d'agir très fortes. Quand ils chopent un des protagonistes de tout cela, nos amis de la DGSE, il y a des manières assez fortes, on va dire, de les faire parler. C'était pas important, mais on va dire c'est ce qui se passe réellement dans la réalité. Ou c'est... Non, là, moi, j'ai pris de larges libertés. Vous avez pris liberté, d'accord. Voilà, tout à fait. Non, alors là, absolument pas. Non, absolument pas. Oui, on est vraiment dans la fiction. On est clairement dans la fiction. Alors, on va revenir dans le côté réalité, peut-être, de votre thriller, Daniel Hervouet, avec tout l'arrière-fond qui est extrêmement intéressant sur aussi les liens Russie, Chine, Iran, et l'Iran par rapport à l'arme nucléaire qui est largement évoquée dans le livre, et la position de certains pays par rapport à l'Iran et à sa volonté d'accéder au nucléaire.
Pour vous, c'est une toile de fond aujourd'hui qui est majeure. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est assez, assez primordial. Parce que si on regarde la grande question de la Russie par rapport au reste de l'Europe à travers l'affaire de l'Ukraine, qui est quand même une question de premier niveau. Bon, quand on voit la position de la Russie par rapport à la Syrie, dans le conflit intérieur syrien, quand on voit la position de la Russie par rapport à l'Iran sur la question nucléaire, on se rend compte quand même que la Russie n'est pas un acteur neutre, c'est une évidence, et qu'elle essaye de jouer son jeu, de revenir sur la scène, etc. Ce qui est une donnée objective, quoi. Donc moi, ce qui me paraît intéressant, c'est justement de bien voir pourquoi chacun de ces acteurs, aussi bien la Russie que la Chine, que l'Iran, etc., essaye d'avancer ses cartes comme elle les avance, quoi, parce qu'il ne s'agit pas, là encore une fois, de porter des jugements moraux, mais de voir le monde tel qu'il est. Parce qu'on peut ne pas l'aimer, comme disait Chateaubriand, mais n'empêche qu'il arrive quand même. Donc voilà, en décrivant un petit peu les ressorts qui amènent telle ou telle puissance ou tel dirigeant plutôt, parce que les puissances n'agissent pas en tant que telles. Ce sont les dirigeants qui à un moment donné, tel président russe n'aura pas le comportement qu'aura son prédécesseur. Vous avez remarqué depuis un certain temps, c'est interchangeable. Oui, donc, c'est vrai. Il se repasse le ballon. Ça va durer un certain temps. Oui, je pense. Enfin, pour en revenir au grand sacrifice, il y a aussi toute une réflexion qui noue évidemment à laquelle on adhère à 3000%. Vous en doutez, par rapport à l'importation du conflit israélo-palestinien, quand votre héros, je ne sais plus qui explique ça, que le guetteur de Sevran, le petit caïd, est conditionné, je cite le livre, pour s'imaginer que la mission qu'il remplit est dans tout point comparable avec celle des lanceurs de pierre de l'intifada. Son grand frère porte-flingue chez le caïd du coin, se pense soldat du Hamas ou du Hezbollah. Lorsqu'un camion de pompiers s'approche, on le prend pour un char israélien et c'est parti. Qui est responsable de ça, à votre avis ? Je crois que en la matière, il y a des facilités. Vous savez, c'est les facilités de la démagogie. Oui. Les facilités de la démagogie, c'est vous avez du mal à rallier autour de vous. Vous savez qu'avec une idée simple, vous pourrez rallier beaucoup plus facilement. Vous utilisez cette idée simple. Et au bout du compte, c'est un petit peu comme la drogue. Quand on commence à y prendre goût, eh bien, on n'arrive plus à lâcher. Et voilà. Et au bout du compte, dans une société dans laquelle, en définitive, pas mal de jeunes ont du mal à se retrouver, à avoir des repères. Vous savez, à l'époque où il y avait une cellule du Parti communiste au coin de la rue, etc., avec les jeunes y allaient, collaient les affiches, ils se prenaient une baffe quand ils traversaient en dehors des clous, etc. Et donc ça les mettait, ou bien il y avait les jeunes chrétiens qui allaient au patronage. Alors il ne s'agit pas de faire de la nostalgie à dessous, mais voilà, les jeunes aujourd'hui ne sont pas tellement encadrés, n'ont pas tellement d'idéal auquel se rallier, puisqu'on est complètement désenchanté. Donc voilà, la démagogie est facile, il suffit de lancer les jeunes dans cette voie-là. Et c'est de la démagogie de la part de qui ? Des politiciens, des médias, de mes confrères, Il y a des idéologues au premier chef qui, à mon avis, ont pensé un petit peu la chose, c'est évident. Et puis il y a tous ceux qui, par bien-pensance, parce que d'émissions radio, en plateau télé, etc. Il y a tellement de choses qu'il faut répéter, qu'il faut réaffirmer comme des vérités premières, un petit peu comme s'il fallait faire une déclaration préalable à toute prise de parole, vous voyez. Avant de commencer à débattre, je tiens à dire que je ne suis pas pour, je suis contre ceci, je suis pas... Bon, et généralement, c'est je suis pas pour Israël. Là, c'est la mort de la vie intellectuelle, ça. C'est la mort de la vie intellectuelle. Et ça ouvre toutes les portes, effectivement, à la démagogie. Alors, on parlait là, effectivement, de l'importation du conflit israélo-palestinien en France et de ce que vous en dites. Daniel Hervouet, on va juste faire une parenthèse, mais la parenthèse sera quand même en rapport avec vous et avec votre livre, puisque nous sommes en ligne avec Gilles Taillet, président de la BSI Kérénor. Bonjour Gilles. Bonjour Sandrine. Je vous présente, mais je crois que vous connaissez un tout petit peu. En tout cas, vous allez vous connaître. Il faut que vous vous connaissiez. Ça ne peut pas être autrement. Daniel Hervouet, contrôleur général de l'armée française. J'en ai entendu beaucoup parler. Voilà. Je parle beaucoup de vous voyez, notamment à Gilles. L'association que préside Gilles, on va le rappeler, Gilles, c'est une association qui aide les soldats israéliens dans tout ce qui est social. On n'achète pas les canons, on n'achète pas des armes. On fait en sorte que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, entre 18 et 21-22 ans, puissent être le mieux possible pendant ces années où ils sont un peu partout au nord et au sud et partout sur toutes les frontières du pays. Tout à fait. L'association s'appelle l'Association pour le bien-être des soldats israéliens.
Dans son contenu même, dans son intitulé même, on a la définition du rôle que nous donnons à notre organisation. C'est une organisation qui est une organisation du peuple, pour le peuple qui soutient son armée, qui est dans le rôle difficile, et on le sait, au fil du temps et des conflits, qui a la lourde responsabilité de défendre les frontières du pays, donc de défendre la sécurité de chacun des habitants. Et comme on le sait, en Israël, l'armée fait partie de la vie de tous les citoyens, puisqu'on rentre à l'armée à 18 ans, on fait 3 ans, voire plus, les femmes font 2 ans, voire plus, et après, jusqu'à l'âge près de 50 ans, on fait des milouïm régulièrement parce que le pays en a besoin, et parce qu'on retrouve ainsi dans ce milieu qui représente l'armée, l'intégration et la meilleure possibilité de s'intégrer dans une société israélienne et de prendre conscience des responsabilités qu'on a vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son État, vis-à-vis de la sécurité, et puis plus largement, et nous on le sait, aussi vis-à-vis de la communauté juive qui vit à travers le monde, d'où cet attachement profond que nous avons avec Tzahal et avec l'organisation que j'ai l'honneur de présider et de présenter à chaque fois. Et je suis très heureux d'avoir à l'antenne en même temps que moi quelqu'un qui sait, et je pense que dans les derniers conflits qu'on a traversés en France avec les forces françaises qui étaient au Mali, qui sont rendues dans plusieurs parties du monde, moi ce qui m'a toujours chagriné, c'est que je me disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas une association équivalente en France pour faire en sorte... Il y en a, Daniel, ou pas? Il y a une association équivalente pour soutenir l'armée française? Oui, il y a une association qui s'appelle l'Association de soutien à l'armée française, qui n'a pas une vocation, disons, sociale, mais plutôt une vocation de soutien moral sur les valeurs, le métier, l'engagement des militaires, etc. Ouais. Eh bien, disons que ce volet moral, ce volet social, et ce volet qui ferait que peut-être ce qui manque aujourd'hui, c'est un peu justement ce rapport entre le peuple et ceux qui défendent le pays, est un ciment qui me semble indispensable. Et bon, à travers notre association, nous on le fait avec les soldats d'Israël, et parce qu'en Israël, on peut se retrouver en période de conflit ou en période difficile, on peut se retrouver avec un père qui a servi et qui a déjà fait plusieurs guerres, et puis il se trouver à côté de son fils qui est lui sous les drapeaux au même moment, et c'est comme ça de génération en génération. À chaque génération, on espère que la génération d'après n'aura pas besoin de se battre et n'aura pas besoin d'aller au conflit, et on espère que l'armée ne servira qu'à entretenir une force qui est nécessaire et indispensable pour avoir une véritable paix, parce qu'on sait qu'Israël, sans une armée forte, eh bien, n'aura jamais la paix, et il faut qu'elle soit forte, qu'elle soit disciplinée, qu'elle garde l'éthique qu'elle a, parce que c'est une armée éthique. Et donc notre travail à nous, c'est de leur dire concrètement, d'une manière concrète, à travers les dons qu'on nous fait, c'est de leur prouver qu'on est à leur côté. Et je vais citer juste quelques exemples que beaucoup de nos auditeurs connaissent. Il y a en Israël des maisons du soldat, ce qu'on appelle. Ce sont, nous, en l'occurrence, notre organisation, en avons 2 à responsabilité. Nous en avons une au nord, à la frontière nord, à Kiryat Shmona, qui est un hôtel en réalité de 96 chambres. On reçoit 400 militaires tous les jours qui viennent se reposer, passer une nuit tranquille, aller dans la piscine qu'on a mis à leur disposition, aller dans la discothèque qui est à leur disposition, manger de bons repas. On sert plus de 2000 repas par jour, et on a pris depuis quelques mois la responsabilité d'une autre qui est dans le sud, que tout le monde connaît, c'est à Eilat, et pour que des soldats aussi puissent se reposer, pour qu'en dehors des périodes de tension, eh bien, ils puissent redevenir ce qu'ils sont, c'est-à-dire non seulement des êtres humains normaux, mais aussi des jeunes qui ont envie de s'amuser et regarder. Et c'est ce lien entre le civil, le militaire, les moments de repos qui fait qu'ils peuvent garder le moral, et puis surtout qu'ils savent pourquoi ils se battent, et que lorsqu'ils se battent, ils ne sont pas seuls, ils se battent pour beaucoup de monde qui est derrière soit à quelques kilomètres, soit à des milliers de kilomètres comme nous on l'est, et on fait tout au long de l'année des opérations pour le leur prouver. Alors justement, là on est en veille de Pessar, comme on sait. Il va y avoir les grands CDR de Pessar qui vont être organisés pour les soldats, pour des centaines de soldats dans tout le pays. C'est pratiquement 800 jeunes soldats 800 sans soldats. famille, 800 jeunes soldats sans famille de France et de partout dans le monde, qui sont en Israël, qui servent mais qui n'ont pas leur famille à côté d'eux. Et on sait combien un soir de fête on a envie d'être en famille. Eh bien, on ne peut pas remplacer les parents, mais on essaye de leur faire, nous, à travers le pays. Cette année, ça va être dans 4 endroits différents. On en
fait un pour la marine, on en fait un pour l'armée de l'air, on en fait 2 dans le sud. Eh bien, on leur offre une soirée de CEDER où ils sont tous ensemble, où on leur offre des cadeaux, où on leur fait passer un beau moment, où on essaye de leur dire, voilà, encore une fois, on essaie de leur dire, on vous aime, vous êtes nos enfants. On espère que vous serez toujours vous n'aurez pas besoin de combattre, et on espère que vos parents que viendront vous rejoindre au plus vite. Mais pour l'instant, sans remplacer vos parents, mais on est là. Donc on fait avec. Donc quand tous nos auditeurs qui nous écoutent feront le CEDER de Pessard chez eux, eh bien en même temps, il y aura 800 soldats que nous, la BSI Kyrénée Nord, avons pris en charge pour leur offrir ce beau moment. Alors concrètement, Gilles, on aura les soldats, on fera une matinée, le matin de Pessard avec eux, on fera des directs avec eux comme chaque année. Concrètement, puisqu'il nous reste 1 minute, mercredi prochain, c'est donc la grande soirée annuelle de la BSI Kyrénée Nord. Pour tous ceux qui n'ont pas réservé, il faut se dépêcher là, hein. Oui, parce que c'est quasiment complet. Mais oui. Et on est obligé de boucler. Donc évidemment, ceux qui veulent avoir des renseignements peuvent nous appeler au 01 45 63 55 30, 01 45 63 55 30. Ils demanderont Fanny qui leur donnera des renseignements. Vous comprenez bien que c'est quelque chose qui se fait sous une sécurité très importante. Donc je rentre plus de détails. Voilà, avec différentes responsabilités, différents responsables de l'armée qui seront là. Mais pour tous ceux qui ont dans l'habitude, venez et réservez. On vous promet une soirée incroyable comme d'habitude. 01 45 63 55 30. Merci Gilles. Merci, à bientôt. À très bientôt, au revoir. Pour en revenir à Daniel Hervouet, il nous reste quelques minutes, à peine 3-4 minutes. Gilles Taillet parlait de l'armée, du rapport très particulier qu'il y a en Israël entre l'armée et la société, dû par le fait que tout le monde fait l'armée. Vous croyez que ça manque aujourd'hui en France, le fait qu'il n'y ait plus, qu'on n'aille plus au service militaire? Oui, mais c'est une grande question, si vous voulez, parce que c'est vrai que dans l'idéal, faire passer les jeunes par l'armée, c'est une façon de les amalgamer dans un ensemble de valeurs républicaines, etc., de leur apprendre la vie en commun, etc., l'effort et beaucoup d'autres choses. Cela étant, aujourd'hui, si vous voulez, les besoins militaires de la France ne peuvent pas s'accommoder d'une armée de 500 000 hommes, etc. Aujourd'hui, les équipements coûtent terriblement cher. On n'accepterait pas d'envoyer des jeunes du contingent faire la guerre en Afghanistan, au Mali, en Centrafrique, etc. Nos militaires sont de vrais professionnels et prennent des risques avec un niveau de compétence professionnelle extrêmement élevé, chose qu'on ne pourrait pas atteindre avec des jeunes de contingent passant tous les ans, etc. Parce que le service militaire en Israël est long, quand même. Ils le savent, et donc là, c'est un vrai métier. Ils apprennent vraiment le métier. Ouais. En fait, c'est une armée de conscription, mais qui devient professionnelle de facto. Qui devient, et puis c'est jusqu'à 50 ans. Voilà, tout à fait. Ça ne s'arrête Ils ont jamais. malheureusement de longues années. On ne va pas évidemment révéler la fin, mais la fin est extrêmement intéressante, Daniel Hervouet, sur ce qu'elle révèle, parce que finalement, évidemment qu'il y a des ennemis, évidemment qu'il y a un traître dans l'histoire, et vous allez le trouver, le traître ou pas, d'ici la fin, mais il y a aussi finalement toute une réflexion à la fin sur les vrais dangers, qui ne sont pas forcément des hommes concrètement, mais qui sont aussi des idées, et qui sont des idées qui sont déjà propagées peut-être dans notre société. La fin est le résultat d'un écho qui s'est produit en moi à force d'écouter le débat public, où j'ai eu le sentiment progressivement que en France, il y avait une espèce de maladie qui se développe, qui est un petit peu la haine de soi. On ne s'aime pas, on n'a pas confiance en nous, on est d'anciens tortionnaires, on est une ancienne puissance colonisatrice, on est une ancienne puissance industrielle avec des patrons qui oppriment. Enfin bref, on a l'impression vraiment d'être dans un univers de cauchemar, vous savez, de contes pour enfants, là, où on ne sait plus faire la part des choses et on ne sait plus voir la part de tous ces excès, toutes ces choses, etc., qu'on peut commettre dans une vie, que ce soit une vie de pays, une vie de continent ou une vie d'individu. Bon. Et puis, ce qu'on a pu faire de bien également, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut se pardonner à soi-même, il faut aussi regarder ce qu'ont fait les autres, parce que, on a pu à certains moments traverser la ligne jaune, mais il y en a qui dansent carrément le rock'n'roll de l'autre côté. Donc voilà, c'est ce sentiment de haine de soi, en définitive, qui m'a rendu très mal à l'aise, et j'ai eu besoin de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup Daniel Hervouet. Le Grand Sacrifice, le thriller d'actualité du printemps qui vient de paraître aux éditions du Rocher dans la collection Ligne de Feu. Vous avez déjà la suite ?
ou pas? J'y pense. Bon, un peu de temps. Bon, on va le retrouver. Je suis sur un autre Adrien. livre actuellement qui traite plutôt de la formation des dirigeants. Oui, ben, ça sera plus sérieux, vous nous écouterez. Voilà. Et on peut écrire des livres pareils et aimer la musique israélienne, c'est votre cas. Donc, Shlomi Shabbat et Léon Narkis. Merci beaucoup, Daniel Arvois. Merci Sandrine. Dans quelques instants, l'info.